Bonjour à vous. Alors déjà, avant de commencer, pensez à liker, si vous aimez bien le contenu des vidéos, pensez à liker et laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji, hein. Parce qu'en fait là, l'algorithme il est complètement en train de mettre ma chaîne YouTube dans les méandres de l'oubli, voilà, de YouTube. Donc les vues baissent si il n'y a pas d'interaction. Alors je sais c'est l'été, tout le monde est en vacances apparemment, ou dehors ou quoi. Mais voilà, si la vidéo elle vous intéresse, c'est rien du tout, un tout petit geste, un petit like, ou juste pour me soutenir, parce que c'est très important. Là voilà, là on est tous en train de se faire complètement invisibiliser. Au profit de déjà grosses chaînes. Donc en fait, YouTube met en avant des grosses chaînes et met en avant, et ça c'est vraiment pas cool pour les autres, en général, ils mettent en avant des chaînes qui utilisent l'IA. Alors que ce soit des gens qui créent des vignettes en IA, qui montrent de l'IA, carrément des vidéos, je vous le dis, qui sont entièrement faites en IA, c'est-à-dire la voix, les vidéos, tout est de l'IA, les animations. Voilà, donc en fait, il y a pas d'humain derrière qui crée du contenu, il balance ça dans ChatGPT, ça vraiment, moi j'en tombe sur notamment tout ce qui est psycho, psychanalyse, voilà, vous écoutez un podcast sur Jung, vous réalisez que c'est écrit par ChatGPT, et Jung a jamais dit ça. Steiner, c'est pareil. Bon, voilà, tout, même des chaînes, voilà, générales. Bon, maintenant, voilà. Et il y a par contre, YouTube va par contre les mettre en avant à fond. Je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'il y a quand même des histoires de lobby derrière, d'intérêt personnel, enfin, financier. Plus aussi les grosses chaînes. Pourquoi ils vont mettre en avant des grosses chaînes où il y a déjà des dizaines de milliers d'abonnés? Parce qu'en fait, ils monétisent, hein. Ce sont des chaînes qui monétisent, qui gagnent de l'argent grâce à vos vues. Et qui vont... donc, les créateurs. Nous, non, parce que voilà, on a très peu d'abonnés. Moi, je vous dis, il y a des pubs au bout de 100 vues sur mes vidéos. J'en touche pas un seul centime, hein. Et malheureusement, je ne peux pas les désactiver, je ne peux pas les enlever, je suis désolée. On nous impose ça sur les petites chaînes comme moi, sur ma chaîne. On vous inflige des pubs et nous, on n'a rien du tout derrière. Tout le contenu que je vous fais, c'est entièrement bénévole, entièrement gratuit. Et voilà, je touche pas un centime. Et les grosses chaînes, par contre, gagnent de l'argent. Et en plus, ils leur envoient voilà, des followers. Mes propres abonnés ne voient pas mes vidéos. Donc voilà, donc si vous voulez qu'on continue à exister, et pas être complètement mis au banc par ces ogres des algorithmes, c'est hyper important de laisser un petit like. Je sais très bien que cette vidéo elle va pas intéresser grand monde, mais voilà, juste, je vous explique un peu le contexte parce que vous n'êtes pas au courant. D'ailleurs, YouTube vous pousse à regarder des choses constamment, et il va même pas vous montrer les contenus des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Et voilà. Donc, je préférais vous le dire si vous n'étiez pas déjà au courant de ce qui se passe sur YouTube. Alors, on y va. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dehors parce qu'il y a du monde. Voilà, c'est l'été, comme je disais. Et l'été dans le sud, tout le monde est un peu agité. Donc, alors, j'avais parlé du livre. Alors, je disais, voilà. J'ai dû couper parce qu'il y avait trop de bruit dehors. Alors on reprend, donc je vous disais, alors là on va parler du livre, je vous ai présenté, enfin je vous ai montré vite fait dans la dernière vidéo, je vous mettrai le lien pour aller la regarder. Alors c'est un livre il est venu à moi par un rêve, et c'est drôle parce qu'il a le nom d'un rêve, Le songe de Polyphile. Voilà, et il est venu dans un rêve où je trouvais sa référence on trouvait sa référence dans le livre de Marianne Costa, Le Tarot, qui est un livre que je recommande vraiment sans hésitation parce il est très bien écrit, il est très fourni, il est passionnant, vraiment, je trouve passionnant, elle écrit bien, j'adore. Voilà, j'adore complètement. Elle, même humainement, voilà, ça a l'air d'être vraiment une très belle personne, elle est très intéressante. Il y a des vidéos d'elle, de ses interviews sur YouTube, vous les trouvez facilement. Voilà, donc du coup, voilà. Et
j'ai rêvé de ce livre grâce à son livre, le livre dans un livre, et ça parle d'un songe. Alors c'est quoi cette histoire? Donc il y a un lien avec le tarot, et vous allez voir un petit peu comment ça se combine. Alors, il fait partie, alors, je vais essayer de vous résumer parce que si je l'ai lu, je l'ai traversé, je l'ai pas du tout fini, hein, on est bien d'accord que j'en suis qu'au début. Par contre, j'ai trouvé plein de textes pour comprendre, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des... Alors, c'est pas très très connu non plus, enfin en tout cas à notre époque, il a été un peu plus, évidemment à la Renaissance, mais aussi plus tardivement. Et donc du coup, ce livre, voilà, il a été écrit en 1467, hein, il fait partie, l'auteur, alors c'est là où ça devient un petit peu, il y a des chercheurs, ils se contredisent, on va dire, mais il semblerait que ce ne soit pas Colonna, donc dont il y a une mention dans le livre, mais ce soit plutôt Alberti, donc Léon Battista Alberti, je vous conseille d'aller voir qui c'est une personne absolument incroyable, qui a énormément contribué à la connaissance voilà, lors de la Renaissance, notamment en architecture, avec la perspective, mais aussi en peinture, dans les arts en général, et il semblerait que ce soit lui qui a écrit ce livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est lui, parce que lui, il utilisait beaucoup de symboles pour coder des enseignements, ce qui était vraiment assez typique du Quattrocento aussi, et dont le tarot est issu, hein, parce qu'on n'a plus trop de doutes, et renferme en fait des symboles, des secrets, des symbolismes, et avec une référence aussi à la mythologie gréco-romaine. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et il y a des gravures. Il y a des gravures dedans aussi. Donc on y va. Alors, je reprends. Une deuxième coupure. En général, je fais mes vidéos tout d'un coup, les uns après les autres là, mais celle-là aujourd'hui c'est un peu compliqué. Enfin, les uns après les autres, pardon. D'une traite, ce qui est un gros travail, parce que je coupe, je reprends souvent. Mais bon, voilà. Voilà, je serai obligée de couper. Alors, donc là, vous voyez, on commence déjà avec des gravures. Donc c'était, Umberto Eco disait que c'était le plus beau livre qui était imprimé. Parce qu'il faut dire, il faut voir. Alors moi j'ai une version avec la couverture souple comme ça, mais les versions évidemment anciennes sont, même sans parler des originales, hein, les originales encore, c'était encore plus beau. C'était un papier très spécial. C'est des grands formats avec des grandes gravures, donc gravure sur bois qui est la technique utilisée pour les tarots. C'est ça qui est aussi important. Il y a plein de liens avec les tarots. Certains disent même que ce serait... Alors, pareil, il y a plusieurs théories, parce que rien n'est vraiment signé. Ouais, vous allez comprendre pourquoi c'est pas signé. Mais il y a une théorie qui dit que les illustrations auraient été faites par Mantegna. Et vous avez le tarot de Mantegna. Vous pouvez voir, en tout cas le style est assez semblable. Alors pourquoi c'est pas signé, ni l'auteur, ni le graphiste, ni l'illustrateur? Parce que en fait c'est païen. Et à l'époque, écrire l'apologie des dieux païens grecs, gréco-romains, c'était vraiment pas bien vu. D'ailleurs, il a été accusé d'hérésie. Enfin, ce livre a été pointé du doigt par l'Église, hein, évidemment. Donc, du coup, ils ont caché leur identité. Donc, alors là, on a la traduction qui a été faite par Popin, donc de 1883. Popelin, pardon, Popin. Claudius Popelin et 1883, donc qui est la plus complète par rapport à la première traduction de 1540 et quelques. Voilà, bon là vous l'avez, la petite histoire. Bon, il a bien traduit et c'est très agréable à lire parce que c'est un langage quand même assez contemporain parce qu'on est en 1883, 19e. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme histoire? Alors, l'histoire, c'est une histoire très bizarre. C'est l'histoire d'un certain polyphile qu'on voit, on va essayer de... Certain polyphile. Alors, polyphile, ça veut dire celui qui aime Polia, polyphile. Et Polia, lui, ce polyphile, il est amoureux donc de Polia. Et Polia, ça veut dire toute chose, en toute chose.
J'ai une intuition que ça représente, Polia représente, ce qu'Alberti en a parlé, la grâce et la beauté qu'on trouve en toute chose. Ça, c'est mon approche. Vous allez avoir mon approche. Hein, vous n'aurez pas l'approche... tout le monde a des approches différentes parce qu'on a perdu les clés de cette époque du Quattrocento, beaucoup de clés symboliques. Mais il y a quand même pas mal d'indices, et notamment au travers d'autres écrits. Voilà. J'ai commandé 2 livres d'ailleurs, un sur Alberti et un sur le symbolisme dans la Renaissance pour décoder ce livre. Pas beaucoup de sources, mais... et qui me permet aussi de décoder le tarot parce que tout est lié. Il y a un lien aussi avec l'enfer de Dante, notamment les textes comme ça. Je pense que c'est un lien, cette forme-là, parce qu'on rentre dans des strates, et dans le livre, on rentre dans des strates. Et le tarot de Montaigne a un lien direct avec l'enfer de Dante, et je pense sincèrement que le tarot de Marseille aussi. Enfin, avec, voilà, pardon, la Divine Comédie, avec la Divine Comédie. Il y a plein de choses. J'ai pas l'impression, il y a des recherches, mais voilà, je sais pas si ça intéresse beaucoup de gens de savoir quelle est la vraie signification du tarot. J'ai l'impression que pas trop, mais voilà, moi ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire si ça vous intéresse aussi, je crois qu'on n'est pas nombreux. Mais c'est beaucoup plus que des images, le tarot, ce sont vraiment des porteurs de symboles, comme ce livre qui est truffé de symboles, ça s'appelle un livre emblème. Et ce qui était vraiment très original pour l'époque, c'est qu'il y avait des gravures. Et là, on a les gravures qui sont de 90 d'époque et qui avaient été refaites pour la nouvelle édition. Il me semble que l'éditeur a inversé parce qu'il me semble que ça, 499, c'est celui-là et 83. Il faut que je vérifie. Mais je pense qu'il s'est trompé, hein, l'éditeur, en imprimant, et il a inversé les deux. Les époques. Mais c'est bien, de toute façon, il montre les deux à chaque fois. Voilà. Et ça aussi, c'est une nouveauté, c'est d'avoir des textes comme ça. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, quand il fait ça, en fait, on rentre dans un autre monde. C'est comme des goulets. Ça, c'est un goulet. Il passe d'un rêve à un autre. Voilà. L'histoire, en gros, l'histoire de fond, elle est relativement intéressante. Mais ce qui va être intéressant, je vais vous en parler, je vais boire un peu d'eau. Voilà, ça, je parle beaucoup là. Alors, l'histoire de fond, c'est qu'on a donc un petit polyphile qui est très amoureux de Polia, mais bon, Polia, elle n'a pas l'air super intéressée. Donc, il est un peu en peine de cœur et il s'endort. C'est le tout début, il s'endort, il fait un rêve. Le premier rêve, il est dans un champ fleuri, il décrit bien les choses. Ce livre est plein de descriptions. Ensuite, il rentre dans... Il continue, il re-rêve dans le rêve qu'il rentre dans une forêt, où il va s'endormir, il va se réveiller encore dans un autre rêve, où il sort de la forêt, il va tomber sur des vestiges antiques. Voilà, il re-rêve dans son rêve. Donc il fait plusieurs passages de rêve à rêve, et là il tombe dans les vestiges antiques. Et à chaque fois, il va vraiment décrire avec précision les aspects, et en fait ça va correspondre... Moi, ce que j'ai compris, par exemple, la forêt, elle est très inquiétante, mais c'est l'imaginaire, on est proche de la paranoïa, parce qu'il parle de bêtes qui le déchiquent, et en fait, il n'y a aucune bête. Et en fait, je pense que tous ces strates, ce sont des strates de l'autre monde, des strates de l'imaginaire, où il va aller jusqu'au seuil mythologique, ce qu'on appelle le temps mythologique, c'est-à-dire aller dépasser les premiers seuils du rêve humain. Donc au début, le grand champ, bon, très simple, bucolique, basique, on va dire, sans trop de vie non plus. Après, le monde inquiétant de la forêt, plein de peurs imaginées. Ensuite, on a les vestiges, donc en fait, c'est des restes des civilisations passées, mais qui impactent aussi le quotidien par notre influence culturelle. Et ensuite, il va rentrer vraiment dans le temps mythologique, et il va rentrer par la tête de la méduse. C'est très intéressant, parce que la tête de la méduse, elle représente le subconscient, l'inconscient, mais le subconscient, c'est-à-dire tout ce qu'on a au fond de nous, c'est en approche philosophique, et on a une approche philosophique de la mythologie qui existe, je veux dire, et je pense qu'elle est vraiment certainement liée à ce qu'il est en train de raconter. Donc il va décrire ça, on va rentrer dans l'inconscient. Alors Jung a étudié ce livre d'ailleurs. Jung a étudié ce livre et il a dit que c'était l'exemple même
de la mise en forme des archétypes. C'est-à-dire que selon Jung, dans ce livre se retrouvent les archétypes de l'humanité, même de l'humanité, dedans. C'est un livre qui a passionné pas mal d'artistes, aussi d'architectes, de chercheurs, psychanalystes comme Jung. Voilà, c'est pas un livre, même Dali s'en a inspiré. C'est pas un livre forcément très connu, mais un peu en cercle fermé et qui est très intéressant. Voilà. Je vais pas endormir tout le monde, mais c'est difficile parce que je vais vous faire quelque chose d'intéressant, facile, et en même temps c'est pas facile quoi. Je veux dire, c'est un livre hermétique, il faut quand même le reconnaître. Donc je suis désolée, vous faites pas un truc super rigolo, machin, mais c'est un livre qui est super intéressant si on a envie d'apprendre des choses, de comprendre, et puis même d'être émerveillé parce que les descriptions elles sont juste incroyables. Moi j'ai acheté comme ça parce que j'ai lu des descriptions il décrit des statues, mais on s'y croirait, il nous emmène vraiment dans son univers, c'est incroyable. Alors certains disent oui, les descriptions sont très longues parce qu'en fait comme il rentre dans ces mondes, comme je vous disais, en fait il rentre dans ces mondes et puis à un moment donné il va se souvenir de Polia, il va se souvenir qu'il est amoureux de la nana, et il va la chercher. Et après il y a tout un dénouement, je ne veux pas tout vous dire, on en aura pour 5 heures, mais il y a deux parties du livre, le livre 1 et le livre 2, et dans le livre 2 il la retrouve et ils ont plein d'aventures, on va dire, à travers les univers, voilà. Bon, il se passe plein de choses, mais vous aurez les résumés. Vous pouvez lire le livre gratuitement sur Gallica, le site de la BNF, Bibliothèque nationale de France. Il est en libre partage, je vous mettrai le lien en descriptif. Vous pouvez déjà aller le feuilleter gratuitement. Après, si vous l'achetez, moi je l'ai payé 55 € sur Amazon. J'en ai trouvé aucun d'occasion. D'ailleurs, il a été imprimé, je crois, 2023. C'est assez récent et il est rare parce qu'évidemment c'est pas un livre facile, mais il n'est pas difficile. Alors moi je vais vous, si ça vous intéresse, je pense pas, mais si jamais il y a ne serait-ce qu'une personne qui tombe un jour, peut-être dans 30 ans sur cette vidéo, si le monde existe encore, et YouTube, et voilà, si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo, je vais vous donner une clé que j'ai trouvé, qui m'est venue en fait aussi grâce au rêve que j'ai eu, parce que dans le rêve que j'ai eu, je cherchais un livre sur la mythologie romaine. La clé, c'est la mythologie quand même. Hein. Bon, c'est pas trop caché, c'est Quattrocento, ils étaient dedans. Hein. Donc il faut chercher les clés dans la mythologie. Quand il commence à décrire des choses en détail, c'est pas la peine de faire les mesures, de se dire, parce qu'il décrit l'architecture, c'est aussi un traité d'architecture. Il décrit il y a un moment, apparemment, il y a genre 10 pages de description d'une architecture. J'en suis pas encore là, mais il décrit les statues, il décrit les tableaux, il décrit les personnes. À chaque fois, c'est pour ça Polia, c'est-à-dire en toute chose, il va décrire la beauté de chaque chose avec beaucoup de science, hein, on va dire, de précision. Mais dans ces descriptions, il y a des symboles cachés, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, quand il commence à décrire en détail la tête de la méduse, on comprend que c'est pas l'histoire que... il dit les serpents de ses cheveux sont comme des en colimaçon, etc. On y monte par les cheveux. Il faut comprendre le chemin tortueux qui mène à son inconscient. Vous voyez? Enfin, moi, je comprends ça comme ça. Ça fait beaucoup plus sens et tout fait sens. Parce qu'après, il arrive à l'intérieur de la tête de la méduse. Il y a des escaliers et là, à l'intérieur, c'est éclairé. Alors, la lumière de la conscience éclaire l'intérieur. Il y a des choses... Évidemment, on peut tirer des fils. L'idée, c'est aussi, c'est pour ça qu'il y a plein d'interprétations, c'est aussi vous, de vous approprier cette histoire, ce livre, avec vos références et de naviguer dedans. Parce que c'est pas le livre à vous suivre, mais presque. Il y a quelque chose... D'ailleurs, il est considéré comme un livre de magie, hein, un livre de magie et magique. Je disais, on tombe sur Circé la magicienne. Et il y a vraiment... Certains ont même pensé que c'était des rituels, des cris, des rites magiques, des cris en fait. Donc il y a une dimension magique. Alors voilà, aller avec une connaissance, c'est très important d'avoir une connaissance même basique de la mythologie gréco-romaine. Moi j'avais sorti l'oracle chez Très Daniel, l'oracle botanique des divinités.
Et j'ai fait des recherches pour l'aspect philosophique. Si vous l'avez, il vous aidera beaucoup pour le... Et le Magicus aussi, parce qu'on a la carte de Méduse dedans. Je sais plus si on a d'autres gréco-romains dedans, mais oui, on a Jupiter aussi, Zeus. Ah non, c'est dans Botanique des dieux. Botanique des dieux chez Trédaniel, hein, que j'ai fait chez eux. Donc, vous en servez, hein, d'accord, si vous avez besoin d'avoir une référence. Circé, elle est dans Magicus, pareil. Circé, elle peut vous donner des clés. Donc, c'est dans la mythologie, vous avez des clés. Comprendre que on pourra jamais tout comprendre parce qu'on a perdu. En fait, c'était un livre qui était fait pour transmettre des savoirs. Mais c'est génial parce qu'il va décrire cette statue. Moi, pour moi, elle représente le passé. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais et là, on se dit, bah oui, c'est pour ça qu'elle fait ça. C'est pour ça qu'elle dit ça. Lui dit ça. J'étais nue si la bête ne m'avait couvert. Cherche et tu trouveras. Laisse-moi. Alors, c'est génial. Hein. Il y a comme ça des sortes d'énigmes. Qui que tu sois, prends de ce trésor autant qu'il te plaira, mais je t'avertis, prends la tête, ne touche pas au corps. Vous décodez, c'est génial, moi j'adore. Hein. Je bois de l'eau. Voilà. Donc moi je me suis dit, bah, il est à l'intérieur de l'éléphant qui représente la mémoire qui va dedans. Vous voyez, Dali, il avait fait des peintures comme ça, qui s'est inspiré de lui. Il est dans le corps de la mémoire de l'humanité et il tombe, alors c'est un homme primitif, la bête, etc. Ah oui, mais en fait il ne le dit pas que ça représente le passé de l'humanité, mais on le comprend par intuition. C'est pour ça que votre intuition, elle sera super importante. Et après, ça fait sens ou ça fait pas sens, on peut se planter. Là, je me suis dit oui, et en plus, elle monte vers l'arrière. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et elle est dans la tête de l'animal, donc elle représente les esprits passés. Je pense vraiment que c'est les signes astro, ça. Hein. Le dauphin veut dire représente la matrice. Et on a un coffre. Alors, et peut-être que ça, c'est la voie lactée. On a des choses comme ça. Lui, il parle. On sait il parle des signes astrologiques un peu plus loin. Il donne des indices comme ça. Bon, voilà, moi j'adore. Et il y a l'architecture. Pour ça qu'on pense vraiment que c'est Alberti. Voilà. Bon, j'en suis là. Voilà. Bon, moi, les descriptifs à rallonge, ils m'ont pas du tout gêné parce que je vous dis, même mon imaginaire ou avec. Quand même nourri de mes références me permettent de comprendre, en tout cas la démarche, en tout cas l'idée, l'énergie, le concept qui s'en dégage. Parce que parfois c'est bizarre, alors je passe, c'est trop bizarre, je passe, j'insiste pas. C'est pas grave, des fois on y revient. J'ai lu que ça, mais parce que vraiment je l'ai décortiqué. Hein. J'ai essayé de comprendre, des fois je passe des heures sur une page, enfin des heures. Je passe un peu de temps, puis quand j'en ai marre, je continue. C'est pas gênant, le fond de l'histoire, elle est pas... Voilà, labeur et industrie, sur la tête du... Bon, des choses. Le cheval, c'est Pégase, en fait. C'est lié à la méduse. Vous voyez, c'est important d'avoir des bases. Donc, je vous le montre comme ça pour les petites images. De toute façon, il n'y a plus personne, ça, j'ai aucun doute. Alors, mais voilà. Bon, moi, j'adore parce qu'il y a plein de... Voilà, Jupiter. Alors, moi, j'aime bien la mythologie grecque, romaine, mais je suis pas du tout une érudite dans le domaine, hein. Mais évidemment, voilà. Il y a quand même les dragons, il y a quand même beaucoup de références. Donc voilà, j'attends je vais continuer à l'étudier. J'attends le livre d'Alberti et de Renaissance pour un peu plus avoir d'informations. Je pense qu'il y a... Ouf, pardon, je bouge la vidéo. Je pense qu'il y aura des choses... oui, alors là, des choses bizarres. Il y aura plus de... Il y aura des liens avec le tarot. Ça, j'en suis assez persuadée. Et voilà. Bon, je vais arrêter là, parce que c'est une vidéo qui dure déjà 12 heures. Mais bah, dites-moi si vous êtes toujours là. Si, si vous venez du futur où ma vidéo n'a pas été effacée. Et puis voilà. Bah écoutez, voilà. Bon, je pense que personne connaissait. Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Donc, je vous demande pas si vous connaissiez. Mais bah, si vous attire, si vous avez envie de plonger dans cette aventure étrange pour l'été, essayer de le décoder ou pas. Voilà. Voilà. Et je vous dis à bientôt.